En vue de soutenir plus efficacement la relance industrielle en République démocratique du Congo en améliorant la qualité des services, sécurisant les données et optimisant le traitement des dossiers des entreprises et investisseurs, le Fonds de promotion de l'industrie FPI vient de procéder au lancement officiel de son nouveau système de gestion intégré ERP. Cette plateforme de digitalisation a connu l'accompagnement technique des SIGA et du ministère de l'économie numérique. La Direction générale des douanes et axes DGDA a mobilisé au cours du premier trimestre de l'année 2026 un peu plus de 1757,1 milliards de francs congolais et c'est malgré la conjoncture économique influencée par les tensions du marché international. Sous le leadership éclairé du directeur général de la douane congolaise, Bernard Kabese Moussangu, les 3 provinces douanières de l'ex-Katanga figurent parmi les bons élèves qui ont concouru à cet espoir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut faire des infrastructures et travaux publics le socle de la diversification de l'économie congolaise et de l'intégration effective du territoire national. Cette ambition matérialisable a été exprimée lors de la conférence nationale des infrastructures et travaux publics qui a réuni plus de 500 experts du secteur pendant 3 jours à Kinshasa. Les développements de ces titres et tant d'autres dans ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation signée Priska Sekana Lutete. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de Fiscalité et Développement, votre magazine hebdomadaire d'information économico-financière et questions des développements en République démocratique du Congo. S'étant réunis le jeudi 9 avril 2026 sous la présidence du gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, les comités des politiques monétaires de l'Institut des missions à analyser la conjoncture économique au premier trimestre 2026 et le perspective pour les restes de l'année en cours. Une décision non pas des moindres ressort de cette réunion, celle d'assurer l'exclusivité de l'importation physique des billets des banques en devises étrangères à partir du 9 avril 2027. En d'autres termes, aucune banque commerciale ne sera plus autorisée à effectuer l'importation physique de monnaies étrangères pour une durée de 12 mois. La Banque centrale du Congo explique que c'est dans le but de renforcer la sécurisation des approvisionnements en billets des banques en monnaie étrangère, de poursuivre la lutte contre les risques des blanchiments des capitaux et des financements du terrorisme, ainsi que d'harmoniser les procédures d'échange au sein du territoire national. En même temps, aucune personne physique ou morale ne sera plus autorisée à effectuer des transactions en espèces en monnaie étrangère. Toute transaction en espèces, en monnaie étrangère, de quelque montant que ce soit, ne pourra se faire que par voie scripturale. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI a officiellement lancé le mercredi 8 avril 2026 à l'hôtel Rotana, Kin Plaza, les systèmes de gestion intégrés dits ERP. C'était en présence du ministre de l'économie numérique Augustin Kibassa Maliba. Ces logiciels permettra au FPI de digitaliser ses services pour plus d'efficacité et de transparence. Didi Mavambonombolo Pepe, Fanfan Makitudoma, reportage. C'est dans la salle Capitole de l'hôtel Rotana Kin Plaza que le Fonds de promotion de l'industrie FPI a officiellement lancé le système de gestion intégré ERP. C'était en présence du ministre de l'économie numérique Augustin Kibassa. Ces dispositifs informatiques permettent au FPI de basculer vers la digitalisation de ses services. Cet établissement public est ainsi devenu la toute première institution publique du pays à numériser complètement ses opérations. Ce projet a été rendu possible
grâce à l'expertise de la société tunisienne Système informatique de gestion automatisé SIGA. Son directeur général Ben Ali a fait une démonstration en présentant toutes les étapes pour un traitement plus rapide des dossiers. Le directeur des systèmes d'information du FPI, Stéphane Chitengue, a déclaré que le système de gestion intégré ERP présente beaucoup d'avantages dans le fonctionnement des services. Le soubassement de ces projets et la vision de l'État en ce qui concerne de faire du numérique un levier de développement et de croissance. Ayant compris cela, le FPI a voulu être le pilier dans ces politiques de rendre le numérique une réalité au sein de notre institution. En fait, le système de gestion intégrée du FPI, il prend en charge toute l'activité du FPI. Partant du financement du projet, qui est un des métiers du FPI, la taxe, qui est aussi un deuxième élément du métier du FPI, ainsi que le support qui prend toutes les directions, la direction financière, le risque, le juridique et le système d'information et le RH. Ce qui veut dire que nous couvrons tout l'ensemble de l'activité du FPI à travers ces ERP. Avec l'acquisition de cet instrument informatique, le FPI a ainsi orienté sa politique vers l'innovation, la modernisation, la performance, la transparence, l'efficacité et la bonne gouvernance. Pour le directeur général de cet établissement public, Hervé Claude Ntumba Batukonke, le temps des outils manuels est révolu. La mise en production de ces ERP n'est pas une finalité, mais un point de départ. Nous entrons désormais dans une phase essentielle, celle de l'appropriation, de la stabilisation et de l'amélioration continue. Il nous appartient de faire vivre ces systèmes, de garantir la qualité des données et d'intégrer pleinement ces outils dans nos pratiques quotidiennes. En alignant notre transformation sur la vision nationale, nous démontrons qu'une entreprise publique congolaise peut être un modèle de modernisation, de gouvernance et d'innovation. Ensemble, faisons de ces ERP un véritable levier de transformation au service de l'industrialisation, de la croissance et du développement de notre pays. Toutes les opérations seront désormais effectuées dans la plateforme unique et sécurisée ERP FPI. Cette action s'aligne dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la digitalisation des services, des entreprises et des institutions l'une de ses grandes priorités. Le Fonds de promotion de l'industrie, considéré comme un instrument financier, devient à ce jour un pilier de la politique industrielle de notre pays. En se dotant d'une plateforme ERP moderne et intégrée, nous lui donnons les moyens de jouer pleinement son rôle de catalyseur de développement économique. Cette transformation digitale permettra au FPI de piloter en temps réel ses flux financiers et ses engagements, d'améliorer significativement la qualité et la rapidité des services des entreprises et aux investisseurs de produire des données analytiques fiables pour orienter la politique d'industrialisation et accroître l'attractivité du FPI auprès des partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux. La mise en œuvre du système de gestion intégré ERP permet de gérer les dossiers de financement en suivant les différentes étapes, les décaissements et le suivi des projets, les recouvrements des créances, la gestion centralisée de la taxe, la comptabilité, la trésorerie, les reportings financiers, les contrôles internes et les risques. Et puis, le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki-Birindoa, était face aux étudiants de l'université de Lubumbashi, UNILU, et ceux de l'université protestante de Lubumbashi pour parler, entre autres, du programme Vijana, destiné à financer des projets industriels conçus par les jeunes des 18 à 35 ans. Pour le FPI, il est question d'identifier, de financer et d'accompagner une nouvelle génération d'entrepreneurs capables de répondre aux défis de la RDC. C'est un reportage réalisé par la cellule de communication de cet établissement public.
À Lubumbashi, une nouvelle dynamique est en marche, celle d'un rapprochement stratégique entre le monde académique et le secteur productif porté par le Fonds de promotion de l'industrie. À l'université de Lubumbashi, étudiants, chercheurs et autorités académiques se sont rencontrés dans le but de transformer la recherche scientifique en solutions concrètes pour le développement du pays. À la tête de la délégation, le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindoa, tient à faire de l'innovation locale un levier de transformation industrielle avec des subventions pour la recherche appliquée, des financements des projets innovants et l'accompagnement technique. Face aux étudiants, le message est clair. Oser, entreprendre et transformer. Au cœur de cette stratégie, un dispositif clé, le programme Vijana destiné aux jeunes des 18 à 35 ans. Ce programme ouvre l'accès au financement à un taux préférentiel de 4% grâce au partenariat avec le FOGEC. Je mesure les défis auxquels vous faites face. Le manque de ressources financières, l'accès difficile au crédit, l'incertitude économique, et Dieu seul sait combien la liste peut être assez importante. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des idées brillantes, mais hésitent à franchir le pas, par peur de l'échec ou par manque de soutien. Je suis là pour vous redire que le FPI est votre partenaire. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends hommage pour ses efforts inlançables pour la paix, sans laquelle aucune activité économique n'est possible. Le chef de l'État a fait de l'investissement dans les universités et de l'émergence d'une classe d'entrepreneurs congolais une priorité nationale. Le FPI est pleinement mobilisé pour cette cause. Nous ne voulons pas seulement des intentions. Nous voulons des projets identifiés, de partenariats formalisés et de feuilles de route claires pour une mise en œuvre effective. L'université de Lubumbashi a toujours été une colonne vertébrale des réformes majeures de ce pays. Aujourd'hui, je vous invite à écrire une nouvelle page de son histoire, celle de l'université entrepreneuriale, celle qui forme non seulement des diplômés, mais des créateurs d'emplois, celle de qui l'on ne dira plus jamais à qui il manquera la culture financière pour ses étudiants. Pour sceller cette coopération, le recteur a remis symboliquement des projets de production de la bière Kassapar, d'imprimerie et d'un barrage hydroélectrique. Même dynamique à l'université protestante de Lubumbashi où l'innovation numérique prend une place centrale. Les étudiants ont présenté des projets concrets dont les poubelles intelligentes, des drones et des solutions d'accès aux médicaments. Pour le FPI, il ne s'agit plus de discours, mais des actions. Identifier, financer et accompagner une nouvelle génération d'entrepreneurs capables de répondre aux défis de la République démocratique du Congo. Ce prototype n'est pas seulement un projet ou un conteneur, mais c'est une solution d'avancée technologique qui répond aux problèmes d'hygiène et de santé auxquels fait face notre milieu de manière quotidienne. Les drones, comment ils détectent l'endroit, il y a un GPS incorporé, quand vous envoyez un message, on récupère votre localisation. Et les drones, ils viennent en temps réel, ils prennent les images, il y a la possibilité de cibler les bandits et la possibilité aussi de prendre des décisions et envoyer des vidéos en temps réel. Au-delà d'un simple partenariat, c'est une passerelle qui se construit entre savoir et production. L'avenir du pays devra se jouer à l'université. Toujours à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindoa, a visité les cliniques universitaires. Cet établissement public envisage un accompagnement ciblé orienté vers des projets structurants et à impact social. L'objectif est d'améliorer la qualité de soins tout en renforçant les capitals humains. Regardez. Le Fonds de promotion de l'industrie élargit son champ d'intervention en explorant des pistes d'appui au secteur de la santé à Lubumbashi.
Conduite par le directeur général adjoint Blaise Mastaki Birindoua, une délégation du FPI a visité les cliniques universitaires, établissements de référence au service de la population du Grand Katanga. Sur place, les échanges avec le staff de cet hôpital ont permis de mettre en lumière les capacités de cette formation médicale, mais aussi les défis auxquels elle fait face, notamment en matière d'équipement et d'accès à une énergie stable. Au-delà de soins, les cliniques font également la recherche appliquée. Et c'est pourquoi le FPI envisage un accompagnement ciblé, orienté vers des projets structurants et à impact social. L'objectif est d'améliorer la qualité de soins tout en renforçant le capital humain. Nous voulons que le FPI puisse nous venir en aide. Nous sommes un hôpital public et que tout ce qui est fait là est fait avec le concours du comité de gestion de l'université. Mais nous avons des besoins énormes qui obligent que nous ayons des partenaires. En l'occurrence, le FPI, le Fonds de promotion de l'industrie, qui est à même de nous venir en aide pour que nous puissions améliorer la prise en charge de malades ici aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Moment fort de la visite, le geste de solidarité avec un don de sang effectué par la délégation du FPI en réponse aux besoins urgents des cliniques. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater que des prestataires ou des fonctionnaires des FPI, et même le DGA lui-même, et même le directeur provincial, ont accepté de donner bénévolement le sang. Cet acte, c'est un acte de générosité. Et donc c'est ça, c'est le sang, des poches de sang qui vont finalement sauver des vies humaines, des enfants qui manquent le sang. C'est chaque jour des enfants cancéreux, des adultes, des femmes qui viennent ici pour l'accouchement, des opérés. Mais donc c'est une denrée que nous devons avoir toujours disponible à la banque de sang pour sauver des vies humaines. À travers cette initiative, le FPI confirme sa volonté de soutenir des secteurs stratégiques pour contribuer à l'émergence d'un système de santé plus performant en République démocratique du Congo. Signalons que depuis sa création en 1958, les cliniques universitaires jouent un rôle clé à la fois dans la prise en charge des patients et dans la formation des professionnels de santé. Entrée historique de la République démocratique du Congo sur les marchés financiers internationaux et présentation de 2 projets de loi portant ratification d'accords des prêts. Voilà quelques activités à l'actif du ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libutayi cette semaine qui s'achève. Plus de détails dans ce commentaire. Cette semaine, sous l'impulsion et les leaderships éclairés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'argentier national Doudou Fwamba Likunde Libutayi a fait entrer la République démocratique du Congo le jeudi 9 avril 2026 sur le marché financier international. Cette entrée historique a permis d'émettre un eurobond d'un montant de 1,25 milliard de dollars américains répartis en 2 tranches de 600 millions et 650 millions de dollars américains assortis des maturités moyennes de 5 à 10 ans avec rendement annuel respectif de 8,75% et 9%. Les ressources levées à printemps du communiqué officiel du ministère des Finances serviront à financer le projet d'infrastructure structurant pour le pays en cohérence avec les objectifs du Plan national stratégique de développement 2024-2028, notamment l'aéroport international de Njili, la centrale hydroélectrique des Katende et la route nationale numéro 4. Le mardi 7 avril 2026, le ministre des Finances a présenté devant l'Assemblée nationale 2 projets de loi portant ratification d'accords des prêts stratégiques à hauteur de 150 millions de dollars américains. Il s'agira dans leur exécution de soutenir l'agriculture et de réhabiliter les infrastructures routières dans les provinces pilotes du Maniema, des 2 Kasaï, du Tanganyika, du Kwango et du Nord Kivu. Pour une bonne exécution et matérialisation de ces projets, Doudou Fwamba Likunde Libutayi a annoncé devant les élus du peuple que le gouvernement de la République est résolument engagé à améliorer les mécanismes de gouvernance des différents projets et programmes financés par les bailleurs de fonds. Nous continuons à veiller
à ce que nous puissions améliorer les mécanismes de gouvernance de nos projets. Et pas plus tard qu'il y a 10 jours, le ministère des Finances a soumis au gouvernement une réforme sur la gestion des unités des projets et programmes financés par les bailleurs qui va être validée en Conseil des ministres pour éviter que les gens qui gèrent mal les projets du gouvernement demain puissent se retrouver en train de travailler encore dans le secteur public. Donc dans ces décrets qui vont être pris par Madame la Première ministre, tout celui qui va participer à une mauvaise gestion d'un projet du gouvernement ne pourra plus jamais travailler dans le secteur public. Nous allons prendre des mesures pour que nous puissions inscrire ces gens de ces périmètres de la gestion de nos projets publics. Il s'est tenu du 8 au 10 avril 2026 au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale la première édition de la conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics ouverte par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo, placée sous le thème « Infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les ITP en RDC ». Ces assises se sont inscrites dans les contextes de la mise en œuvre du plan national stratégique des développements qui place la modernisation des infrastructures au cœur de la transformation économique, sociale et territoriale de la RDC. Pendant 3 jours, soit du 8 au 10 avril 2026, plus de 500 experts, membres du gouvernement, corps diplomatique, partenaires techniques et financiers, décideurs du secteur public et privé, se sont réunis pour débattre sur la question des infrastructures et travaux publics en République démocratique du Congo. Placé sous le thème « Infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les ITP en RDC », ces assises se sont inscrites dans les contextes de la mise en œuvre du plan national stratégique des développements qui place la modernisation des infrastructures au cœur de la transformation économique, sociale et territoriale du Congo-Kinshasa. Prenant la parole, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a articulé son intervention sur la transformation des défis structurels en opportunités de croissance durable. Le thème qui nous ressemble, infrastructures durables et innovantes, vers un système moderne et compétitif, exprime clairement notre ambition. Il s'agit, pour notre pays, de franchir un palier décisif, bâtir les infrastructures qui soutiennent la croissance, qui favorisent l'industrialisation, qui renforcent la cohésion nationale, qui contribuent à la résilience face aux chocs économiques, sociaux et climatiques, en cohérence avec les objectifs internationaux de développement durable relatifs aux infrastructures résilientes et à l'innovation. Cette conférence nationale a donc pour vocation de structurer notre avenir. Au cours de cette première édition de la Conférence nationale des infrastructures, baptisée Fachi Bati, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pour sa part mis un accent particulier sur son ambition de faire des infrastructures et travaux publics les socles de la diversification de notre économie et de l'intégration effective de notre territoire. Le thème retenu pour cette conférence, infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les infrastructures et les travaux publics en République démocratique du Congo, touche à l'une des questions les plus décisives pour l'avenir de notre pays. Car les infrastructures ne sont pas seulement une affaire de routes, de ponts, de ports, d'aéroports ou de bâtiments. Elles sont l'ossature même de l'État. Elles structurent le territoire. Elle relie les populations, elle fluidifie les échanges, elle soutiennent la production, elle sécurise l'investissement, elle conditionne en définitive la capacité d'une nation à transformer ses ressources en prospérité partagée. Ma vision demeure claire, faire des infrastructures et des travaux publics le socle de la diversification de notre économie et de l'intégration effective de notre territoire.
Cette orientation s'inscrit pleinement dans le plan national stratégique de développement 2024-2028 qui place la modernisation des infrastructures au cœur de la transformation économique, sociale et territoriale de notre pays. À l'issue de ces travaux, plusieurs résultats concrets pouvant immédiatement être opérationnels ont été mis en exergue tels que voulus par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, notamment l'adoption d'une feuille de route opérationnelle 2026-2030 et l'adoption d'une déclaration dite « Déclaration de Kinshasa ». L'une reflète la réalité de terrain de toutes les provinces et l'autre exprime les engagements politiques majeurs de l'État congolais. La Direction générale des douanes et accises DGDA s'y porte à merveille sous la houlette de Bernard Kabessé Moussangou avec la mobilisation des recettes toujours accrues malgré la conjoncture. En effet, au premier trimestre de l'année en cours, plus de 1757,1 milliards de francs congolais ont été mobilisés avec un taux d'exécution de 100,33%. Parmi les bons élèves se trouvent les 3 provinces douanières de l'ex-Katanga. Et puis, la province douanière du Lualaba, Olomami, vient de se doter d'un comité d'unité genre. Le directeur provincial Narcisse Pambou a en effet procédé le 27 mars dernier à la présentation de ces comités à l'issue des élections transparentes et crédible. C'était au cours d'une cérémonie solennelle dans la salle de banquet des Campi Yaboma dans la ville de Kolwezi. Les explications, une fois de plus, de Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant permanent dans le Grand Katanga. La salle des banquets de Campi Yaboma à Kolwezi était parée aux couleurs de fête ce 27 mars 2026. Et les femmes douanières se sont faites toutes belles car il s'agissait pour elles en fait d'une double cérémonie. D'une part, la clôture des activités du mois de mars dédiée à la femme dans la lutte pour ses droits et d'autre part, la présentation en guise d'installation du comité des femmes de la DGDA Lualaba et Olomami. Présent sur les lieux, le directeur de cette province douanière, M. Narcisse Pambou, s'est estimé heureux de s'inscrire dans la lignée de son directeur général, Bernard Kabessé Moussangou, dont les différentes actions ne visent que l'amélioration du climat propice à la maximisation des recettes. Et donc, la place de la femme dans cette chaîne de mobilisation est sujette de l'environnement que le pays lui concède. Un accent particulier est mis sur l'encadrement de l'administration douanière par son excellence. Messieurs les ministres des Finances, Doudou Famba, Likoundé, Libotaï, pour les différentes réformes mettant la femme douanière aux standards internationaux au même titre que les autres femmes douanières du monde. Coup de chapeau à monsieur le directeur général Bernard Kabessé Moussangou et ses adjoints Baouda Bamangoli à Jean-Louis et Babakunga Jacques-Claude pour le management et l'élévation de la femme douanière en dépit de la représentation de 22% qui certainement va encore accroître suivant l'idée de la masculinité positive. Cette double cérémonie a connu la présence d'une délégation du comité des femmes de la DGDA au Katanga, ainsi que celle d'autres régies financières sœurs et présentes dans le Lualaba. Les attentes du directeur provincial Narcisse Pambou face à ce comité, le premier depuis que cette province a été créée, sont de nature à propulser et la femme et la province vers l'excellence. C'est un comité qui a la mission primordiale de réunir toutes les femmes, la DGDA Lualaba et Olomami, rechercher leur promotion et développement dans tous les aspects de la vie, mettre fin aux discriminations, violences et conflits entre les femmes ou avec les hommes, pour permettre aux femmes douanières de travailler aisément et sans blocage. Le comité nouvellement élu bénéficiera de l'accompagnement de la délégation syndicale. Parole de l'inspecteur Blaise Mbayo,
représentant le président provincial Adolphe Mundele empêché. Une délégation syndicale dont les prestations sont saluées par le contrôleur Mami Karumba, conseillère dans ce comité, et elle le fait au nom de toutes les femmes douanières du Lualaba et Olomami. Chapeau bas à l'endroit du comité syndical provincial pour avoir maintenu la paix sociale tout au long de l'année qui vient de s'achever. Nous invitons la présidente, Madame Bila Poba, et Marette. Prenant la parole, la présidente du comité de l'unité genre élu a remercié toutes les autorités du pays, le directeur général Bernard Kabessé et le directeur provincial Narcisse Bambou. Et Marette Bilapoba a d'entrée de jeu appelé toutes les femmes douanières de la DGDA Lualaba Olomami à l'unité pour atteindre les objectifs qu'elle a tout de suite divulgués. En ce qui concerne la femme douanière, un appel est lancé pour encourager l'accès des femmes aux postes stratégiques, le renforcement de capacités à travers les formations continues, la lutte contre les discriminations, la promotion du leadership féminin ainsi que l'unité de toutes les femmes. La femme douanière, comme son collègue masculin, est appelée à œuvrer dignement du début à la fin de sa carrière, à l'instar de Maman Marthe Bichidi Bibi, contrôleur et comptable à la DGDA Lualaba Olomami, admise aujourd'hui à la retraite, après plus de 40 ans de bons et loyaux services au sein de la douane. Le directeur provincial lui a remis une enveloppe pour lui témoigner sa gratitude. À elle, ainsi qu'au sous-directeur Pita, qui achevait aussi sa course active à la DGDA. Les femmes de la DGDA Lualaba se sont aussi organisées à leur manière pour dire au revoir à Maman Marthe. Si la bonne vieille musique était au rendez-vous, la soirée s'est achevée dans une ambiance où l'adoration a eu une place de choix. Cérémonie des signatures de protocoles d'accord, des mobilisations des recettes non fiscales entre la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GIRAD et les services d'assiette, exercice 2026. L'objectif visé est l'atteinte des assignations budgétaires de 2026 fixées à un peu plus de 5 474 milliards de francs congolais. C'était le jeudi 2 avril dernier au Salon Congo de Pullman, hôtel Kinshasa, en présence de la vice-ministre des Finances, Gracia Yamba. Retour sur cette activité dans ce reportage de Didi Mavambou et Fanfan Makito. Décor planté au Salon Congo de Pullman, hôtel Kinshasa, pour la cérémonie de signature de protocole d'accord de mobilisation des recettes non fiscales pour l'exercice 2026 entre la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GIRAD, représentées par son directeur général Etienne Uchudi Lutula, et les services d'assiette, représentés par les secrétaires généraux des différents ministères sectoriels. Cela se passe en présence de la vice-ministre des Finances, Gracia Yamba, représentant l'Argenté national de Lufwamba Likunde Libotai. Ces pactes signés marquent un signal fort de détermination pour renforcer la collaboration entre la DGRAD et les services d'assiette dans le cadre du dialogue fiscal. La finalité étant l'atteinte des objectifs fixés par les décideurs, ceux d'atteindre voire dépasser les assignations budgétaires annuelles de l'exercice 2026 arrêtées à un peu plus de 5 474 milliards de francs congolais. Pour donner des réponses positives aux attentes du gouvernement, des stratégies communes sont à peaufiner. Les niveaux de recettes assignés à la DGRAD, mais aussi au service d'assiette, a déterminé l'organisation de cette cérémonie de ce jour. En effet, la mobilisation des recettes dans le contexte qui est le nôtre
caractérisée notamment par la guerre d'agression, nous imposée injustement à l'est du pays, constitue un réel défi à relever. Les présents protocoles d'accord de mobilisation des recettes non fiscales constitueront donc un outil de pilotage de nos actions par lesquelles nous nous engageons à la lumière de l'arrêté ministériel numéro 026 du 18 mars 2026, signé par son Excellence Monsieur le ministre des Finances, portant mise en place d'un cadre permanent de concertation entre la DGRAD et le service d'assiette, à élaborer les stratégies de mobilisation des recettes non fiscales en vue de traduire en actions concrètes, en résultats palpables, la réalisation des recettes budgétaires. L'amélioration de l'ordonnancement et du recouvrement des recettes par la DGRAD, ainsi que de la constatation et de la liquidation par les services d'assiette, sont parmi les priorités stratégiques devant conduire à la mobilisation plus accrue de recettes non fiscales. Pour Gracia Yamba, vice-ministre des Finances, la signature de ce protocole d'accord est une étape cruciale dans l'engagement de son ministère à garantir la pérennité des finances publiques en RDC. Elle compte sur le cadre de concertation mis en place par le gouvernement. Le cadre permanent de concertation devra être un moteur d'une nouvelle dynamique. Une dynamique de coordination réelle, une dynamique d'anticipation stratégique, une dynamique d'évaluation permanente. Car gouverner, c'est prévoir, mais administrer, c'est aussi rendre compte. Dans cette trajectoire, la mobilisation des recettes non fiscales est bien plus qu'un enjeu technique. Elle est un levier de souveraineté. Elle est un instrument de crédibilité. Elle est une condition de notre indépendance économique. Mon vœu le plus ardent est qu'au terme de cet exercice budgétaire, vous puissiez offrir le gouvernement non seulement des ressources accrues, mais aussi d'une nouvelle preuve que l'administration financière congolaise est capable d'excellence. Il est impérieux de retenir qu'une évaluation sera faite chaque mois et un rapport périodique sera communiqué au ministre des Finances. Ces rapports devront renseigner les étapes franchies, les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris en vue de la réalisation de résultats palpables et mesurables qui en découleront. Cérémonie clôturée par des séances photos souvenirs de famille pour immortaliser cet événement sous l'agrémentation de la chorale Monseigneur Luc Gillon. Sous l'impulsion de l'inspecteur général des finances, chef des services Christophe Bitassimwa, une initiative majeure a été lancée en vue de consolider la coordination entre les structures spécialisées dans la lutte contre la corruption. L'objectif étant d'accroître l'efficacité des mécanismes de prévention, améliorer la détection des actes de corruption et renforcer la répression des infractions financières. Les détails est dans ce reportage de nos confrères de la cellule de communication de l'IGF. La lutte contre la corruption franchit bientôt un cap décisif en République démocratique du Congo. Sur initiative de l'Inspection générale des finances, 5 structures étatiques se sont accordées de mettre en place une synergie contre les crimes financiers. Le chef de service de l'Inspection générale des finances, Christophe Bitassimwa, croit à l'importance de ce cadre. Nous venons de tenir une réunion que j'ai convoquée en invitant les responsables que vous voyez ici, impliqués dans la lutte contre la corruption. J'ai à ma droite le service national de renseignement financier, SENAREF. J'ai ici l'agence de changement de mentalité. J'ai là l'observatoire de surveillance de lutte contre la corruption dans les secteurs publics et nous avons l'agence de promotion pour la lutte contre la corruption. Donc ça fait 5 services de l'État qui, pratiquement dans leurs attributions, ont ce rôle de lutter contre la corruption. Et c'est ainsi que
j'ai voulu que nous puissions nous rencontrer pour une concertation en vue des actions communes futures. La lutte contre la corruption, ça ne peut pas être une action isolée. La corruption, c'est pratiquement une gangrène qui est dans notre société et un seul organe ne peut pas lutter efficacement contre la corruption. Les partenaires de l'IGF se sont montrés coopératifs et optimistes quant à l'issue de cette initiative. Nous l'avons accueilli très favorablement parce qu'en fait c'est un souci qui nous habite tous et chacun. Nous rendons compte que chacun dans son coin ne peut pas obtenir avec autant de facilité les résultats escomptés parce que les uns et les autres ont des assignations prescrites par les autorités. Et nous pensons qu'avec une initiative de main dans la main, nous allons pouvoir parvenir avec beaucoup plus de justesse aux résultats. Il s'est de noter que ces structures ont en commun la mission de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Elles feront désormais l'objet d'une stratégie commune à travers une task force qui verra bientôt le jour. Le Maniema est une province riche en ressources minières. Il regorge une variété de minerais stratégiques. La valorisation de ces matières premières s'avère urgente pour le développement de cette région. C'est le souhait des sociétés coopératives minières du Maniema. Son point focal, Boulasila Kisubi Elongo est l'invité du magazine Fiscalité et Développement. Il a répondu aux questions de Didi Mavambu Nombolo Pepe. Suivez. Je suis M. Boulasila Kisubi Elongo. Je suis le point focal des sociétés coopératives minières de la province du Maniema et présentement à Kinshasa pour venir participer au Forum national sur les sociétés coopératives minières en RDC. Il était question que l'on réponde à une question qui a été posée comme thème « Comment résoudre efficacement les défis qui affectent les sociétés coopératives minières en RDC ?» Notre présence dans ce forum était pour venir montrer aussi que parmi les provinces minières de la République démocratique du Congo se trouve aussi le Maniema. C'est ainsi que nous sommes venus montrer à la face du monde et à ses assises que la province du Maniema est aussi parmi les provinces minières de la RDC, regorgeant plusieurs matières premières qui sont aujourd'hui en quête à la recherche de tous les investisseurs, même les étrangers. Et dans la province du Maniema, nous avons 7 territoires où nous avons bien sûr les territoires miniers. Quelles sont les ressources, quelles sont les potentialités que nous regorgeons? Retenez qu'au niveau de la province du Maniema, nous sommes d'abord une province stanifère, c'est-à-dire l'étain, il y en a à une bonne quantité. C'est pourquoi depuis même l'époque coloniale, depuis l'époque d'Isaïr, il y avait eu une grande société, Simetin, qui s'est transformée en Somenki, Somenki actuellement en faillite, qu'on appelle Sakima, était en train d'exploiter de la cassiterite ou de l'étain. À part ça, la province est également aurifère. La province du Maniema a de l'or d'une très bonne qualité. À part ça, d'ailleurs, je dirais, la province du Maniema englobe les 3 T. Dans les 3 T, nous avons les coltan, l'étain et les wolfram. Dans le territoire de Lubutu, on retrouve des cuivres, on trouve de l'or. Dans le territoire de Punya, on trouve de l'or, on trouve les diamants, on trouve la cassiterite. Dans le territoire de Kailo, nous avons encore ces minéraux. Dans le territoire de Pangi, dans le territoire de Kasongo et de Kabamba. C'est seulement dans le territoire de Kibombo et les centres-villes de Kindu où l'on ne peut pas vraiment préciser qu'il y a des minéraux. Peut-être qu'il y en a, mais qui ne sont pas encore découvertes. Nous sommes en train de travailler dans des conditions un peu difficiles, comme c'est artisanal. Vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas, par exemple, des moyens suffisants. Il y a de ceux-là qui travaillent à côté des rivières, à côté des grandes rivières, où il y a nécessité d'avoir des motopompes. Lorsque la coopérative n'a pas de moyens, facilement, la coopérative peut abandonner un chantier parce qu'il y a beaucoup d'eau, alors qu'on n'a pas de moyens pour évacuer cette eau et extraire de l'or convenablement.
Mais aussi, il y a les coopératives qui œuvrent là où on peut avoir des collines, des montagnes, où ça nécessite vraiment des matériels capables de travailler, d'exploiter jusqu'à plus de 5 mètres, jusqu'à plus de 10 mètres, là où ça nécessite par exemple des engins tels que le Poquelin et d'autres, et quand on n'en a pas, nous sommes toujours limités. C'est ainsi que partout où nous sommes passés, les sociétés industrielles, lorsqu'elles arrivent, c'est comme si elles commencent à travailler dans des terrains vierges et ils se retrouvent plus que nous, les sociétés coopératives, qui ont fait plus de 10 ans, plus de 20 ans dans les sites. Le code minier reconnaît, dès lors que nous sommes exploitants, bien que artisanal, nous cessons d'être des ayants droit. C'est ainsi que toutes les coopératives sont appelées à signer des protocoles d'accord avec les populations environnantes, et c'est sur demande de cette population environnante que la coopérative sera en train de travailler là-dessus. Si par exemple dans la contrée, il n'y a pas de source, les gens sont en train de boire par exemple de l'eau des rivières, la coopérative peut s'engager par rapport à l'attente avec la communauté de comment on peut construire un puits, un forage, mais aussi chez nous, comme vous pouvez bien le remarquer, les sociétés coopératives se retrouvent au fin fond des territoires, là où le blanc, le colonisateur n'est pas passé. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Nous, à notre niveau, on peut être en mesure, selon la demande de la population riveraine, ériger une école, construire un centre de santé ou un poste de santé, selon que nous allons nous attendre avec la population impactée par nos exploitations. Nous sommes bien ravis d'avoir participé à ces forums. On nous a appris beaucoup de choses. On nous a recommandé de nous formaliser, c'est-à-dire de travailler dans la légalité. Nous devons avoir des agréments au niveau national. Nous devons avoir des EA, c'est-à-dire le ministère doit nous affecter des EA dans les zones d'exploitation artisanale dans lesquelles nous devons travailler légalement. Ça, c'est un acquis de ce forum. On nous a également montré beaucoup de choses, par exemple, dans le processus de l'obtention de l'agrément. Dans le vieux temps, on était contraint d'avoir les RCSM, mais il s'est fait que désormais, nous ne sommes plus régis par le régime du RCSM, nous sommes maintenant régis par le régime des registres des sociétés coopératives qui, bien sûr, qui doit être donné au niveau du ministère du Développement rural. Et dans les acquis de ces forums, nous avons félicité, nous étions éparpillés depuis tout ce temps, nous n'avions pas une structure pour plaider nos causes. Maintenant là, désormais, nous avons une confédération nationale qui a un président, qui a 4 vice-présidents et d'autres membres pour que nous puissions répondre aux vœux du chef de l'État qui voudrait créer les millionnaires en passant par les artisanaux, que l'État, que l'administration des mines nous facilite l'obtention des documents. Ces documents, quand nous aurons ces documents avec nous, nous ne serons plus chassés par les industriels qui pourront venir après nous. Prenons à présent, mesdames et messieurs, les nouvelles des cours des principales matières premières sur les marchés internationaux avec Didi Mavambo, Nombolo Pepe, Frédéric. Malgré le cessez-le-feu en rapport avec la guerre au Golfe Persique, les tendances du cours du pétrole demeurent ascendantes. Chez WTI, le prix du baril de l'or noir est revenu à 98,03 $, en hausse de 0,18%, tandis que chez Brent, il a reculé de 0,52% en se négociant à 95,91 $ le baril. Baisse également du cours du cuivre de 0,77%, négocié à 12 455 $ la tonne. Le prix de la tonne du cobalt s'est maintenu à 56 290 $. Celui de l'or a chuté de 0,09%, valant 4 761,83 $ l'once. Côté principaux produits céréaliers, il s'observe une volatilité des prix, en commençant avec le maïs dont le coût a connu une baisse de
0,28%, s'évendant à 443 $ la tonne. Par contre, le cours du riz paddy, c'est-à-dire non décortiqué, a grimpé de 0,83%, coûtant 11 $ la tonne, baisse de 0,57% du cours du blé qui s'est négocié à 570 $ la tonne, moins 1,06% pour le cours du cacao vendu à 3162 $ la tonne, le tout à la clôture de la semaine qui vient de s'achever. C'est tout pour ces numéros de votre magazine Fiscalité et Développement. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur cette chaîne.